Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre base du deep learning. Aujourd'hui, on va pas faire un concept théorique, si on peut appeler ça comme ça, contrairement aux épisodes précédents où vraiment j'expliquais comment fonctionne un réseau fully connected ou un perceptron. Et ensuite, on faisait un petit code Python. Non, là aujourd'hui, on va vraiment faire un peu plus de pratique et une pratique en fait avec une bonne technique, si on peut dire ça comme ça. Les fois précédentes, notamment la dernière fois, on avait refait un petit réseau de neurones, un fully connected neural network avec juste NumPy et du code Python. C'était déjà un petit peu gros, hein, comme on avait pu voir, parce qu'en fait, il fallait faire tous les calculs qu'il y avait besoin, donc notamment les calculs de la backpropagation, qui sont des calculs avec des gradients qui sont un petit peu lourds, en sachant qu'on avait juste un tout petit réseau de neurones, mais sachez que les réseaux de neurones ne font pas cette taille-là. En général, ils sont beaucoup plus gros. Ils font, par exemple, il va y avoir des couches, plusieurs couches cachées, qui vont faire chacune avoir 256 voire 512 neurones, donc c'est-à-dire 512 perceptrons, ce qui fait que du coup les calculs deviennent beaucoup plus gros. Et en plus de ça, il y a plein de couches, il peut y avoir 10, 20, 30 couches, donc ce qui fait que vous avez beaucoup plus de calculs à faire et autant à coder qu'à réfléchir. Donc pour cela, il existe en fait une librairie qui permet de faire tous ces calculs euh, derrière, on va dire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à les faire, vous aurez juste à dire les paramètres de votre réseau de neurones. Donc les paramètres de votre réseau de neurones, ce sera quoi? Ce sera plutôt les hyperparamètres, en fait, c'est-à-dire les paramètres qui définissent et qui gèrent le contrôle de l'apprentissage de votre réseau de neurones. Ça va être par exemple le learning rate, donc c'est-à-dire vous vous rappelez le pas de la descente de gradient. Il y aura plusieurs méthodes de descente de gradient, en fait, il y a des méthodes qui sont plus optimisées que celles qu'on avait vues. Il y aura aussi les fonctions d'activation et il y aura aussi tout ce qui est pour faire la backpropagation. Vous pourrez bien évidemment aussi spécifier le nombre d'entrées que vous voulez, le nombre de couches cachées et le nombre de neurones par couche. Cet outil s'appelle PyTorch, donc je pense que pas mal de gens en ont déjà entendu parler, mais je voulais l'incorporer dans cette série parce que c'est bien de voir les bases, mais je pense que c'est important aussi de savoir pratiquer, savoir faire des trucs comme ça, donc connaître les outils qui sont assez utiles. Parce que refaire un réseau de neurones c'est bien, mais c'est pas le plus important. Il faut après aller plus loin et savoir les appliquer en fait dans des domaines d'application. Donc PyTorch, comment ça s'utilise? Alors c'est une librairie Python en fait, PyTorch, qui peut être installée en fait sur votre ordinateur. Pour pouvoir l'installer, il suffit juste d'aller sur le site qui s'appelle pytorch.org. Alors pour la petite histoire, donc c'est une librairie qui vous permettra de faire plein de choses en deep learning, qui à la base a été développée par Facebook ou Meta, et ça a été de mémoire repris, donc le développement a été repris par la fondation Linux, et ça a toujours été en open source. Ça veut dire que vous pouvez voir le code derrière PyTorch, donc il y a beaucoup de code, et c'est du code qui est un peu plus optimisé que le code qu'on a fait nous, c'est-à-dire que les méthodes de calcul sont plus optimisées, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont forts en mathématiques et qui ont mis des méthodes de calcul qui permettent de calculer plus rapidement, mais c'est aussi que le code est en partie codé en C ou C++, qui permet en fait du coup d'avoir l'exécution du code qui est plus rapide que de tout faire en Python. Il y a aussi d'autres techniques d'optimisation que je ne reviendrai pas dessus ici parce que je ne les connais pas très bien, et celles que je connais, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc pour pouvoir installer PyTorch, c'est vraiment une librairie Python, donc c'est-à-dire du code en fait qui vous permettra en fait de ne pas tout refaire en Python. Vous aurez juste à appeler les fonctions et les classes qui sont dans cette librairie. Donc alors pour pouvoir l'installer, c'est pas trop compliqué. Donc tout d'abord, il vous faut une version de Python supérieure à 3.8. Donc si vous installez la dernière version de Python qui est, je sais pas à l'heure actuelle, la 3.13, 3.14, je sais plus, ce sera très bon. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense pas que vous avez une version inférieure à 3.8. Ensuite, qu'est-ce que vous sélectionnez? Alors PyTorch Build, c'est quoi? C'est la version. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre la version stable ou stable. C'est-à-dire que c'est une version qui est sortie et il y a eu déjà beaucoup de tests et elle fonctionne bien. Donc vous n'aurez pas de bugs ou peut-être très très peu si vous faites vraiment des gros projets. Ou alors vous êtes complètement farfelu, vous faites des trucs obscurs, mais normalement si vous êtes ici, je pense pas que vous allez tout de suite aller dans des gros trucs. Ensuite, votre OS, donc c'est si vous êtes sur Mac, Windows, tout ça. Donc là, vous sélectionnez selon votre OS. Ensuite, le package. Moi, je vous conseille Pip si vous avez jamais trop utilisé, que vous savez aussi un petit peu ce que c'est Pip. Sinon, vous avez Conda pour ceux qui utilisent du coup l'invite de commande Conda. Et après, LibTorch et Source. Alors, Source, je sais ce que c'est.
LibTorch, je vous avoue que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc je pourrais pas vous en dire plus ici. Source, en fait, c'est juste que vous allez récupérer en fait le code depuis le repo GitHub. Le repo GitHub, c'est le dossier en fait où tout le code de PyTorch est disponible. Donc ça, c'est, on va dire, un peu plus technique si vous le faites depuis la source, mais c'est peut-être une méthode aussi si vous y connaissez là-dedans. Ensuite, vous sélectionnez le langage Python. Vous pouvez aussi choisir en langage C++ ou Java si vous voulez faire que du C++ ou du Java. Si vous avez du CUDA, donc CUDA, c'est en fait si vous avez un GPU donc sur votre carte graphique. Donc généralement, les GPU, c'est que sur les cartes graphiques NVIDIA de mémoire. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, vérifiez si vous avez un GPU. Et si vous avez un GPU, normalement, il me semble que CUDA, en fait, c'est que les logiciels en fait, qui permettent de gérer les GPU d'NVIDIA. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous appuyez juste sur CPU. Quel est l'intérêt de mettre CUDA si vous avez CUDA? C'est tout simplement parce que en fait, les calculs de deep learning sont très bien gérés en fait sur les GPU parce qu'en fait, ils peuvent être mis en parallèle. En parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que vous pouvez faire plusieurs calculs en parallèle, tout simplement. Je sais pas, imaginez, vous avez un calcul qui se lance, de l'autre côté, en même temps, vous pouvez en lancer un autre, toujours sur le même réseau de neurones. Donc du coup, ça veut dire que vous pouvez faire plein de calculs en même temps, donc ça va beaucoup plus vite à exécuter un réseau de neurones. Donc c'est très très utile d'avoir du GPU. Et c'est pour ça que tout le monde se bagarre pour avoir de très bonnes cartes graphiques en deep learning. Donc voilà, si vous avez CUDA, donc vérifiez aussi la version de CUDA, et ensuite vous cliquez ici. Et une fois que c'est bon, vous aurez une commande. Donc si vous cliquez sur pip ou conda, vous aurez cette commande. Donc vous prenez cette commande et vous la mettez dans le banc d'invite de commande. Donc si c'est pip, un PowerShell ça fonctionnera. Si c'est conda, il vous faudra utiliser l'invite de commande conda. Ok, donc une fois que c'est bon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier que PyTorch a bien été installé. Pour vérifier que PyTorch a bien été installé, c'est pas compliqué. Vous prenez cette première ligne de code, vous faites import torch et voilà. Si vous exécutez, alors vous, ça risque de prendre un petit peu plus de temps, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, mais si à la fin vous avez aucune erreur, vous avez juste ça, c'est bon. Ça risque de prendre un peu de temps la première fois, pourquoi? Moi, en fait, je l'ai déjà exécuté, donc Python et mon fichier ont déjà en mémoire, en fait, toute la librairie de charger. La librairie de PyTorch est très lourde. Vous verrez aussi quand vous allez l'installer, elle fait plusieurs gigas, parce qu'il y a beaucoup de code. Et donc, quand vous faites un import, ça va prendre un petit peu de temps, il n'y a pas à s'inquiéter. Si ça prend 10-20 secondes, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Ça peut même prendre peut-être un peu plus selon la capacité de votre machine. Ok, donc là ce qu'on va refaire, c'est qu'on va faire en fait le code qu'on avait ici en PyTorch. Et vous allez voir que ça va simplifier pas mal de choses. Ça va être un code qui sera moins long, alors du coup moins explicite, mais en fait ce qui va disparaître, c'est tout ce qui est en fait les calculs en fait qu'on n'aura plus besoin de faire. Sinon vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes étapes dans le code. Ce que vous allez avoir besoin d'importer, c'est torch, ok. Ensuite, import torch.nn as nn. Alors nn, retenez ça comme neural network. Donc ce sera pour le réseau de neurones. Et ensuite, import torch.optima as optima. Optim pour optimization ou optimizer. Je ne sais pas quel est le nom qu'ils veulent dire derrière. En tout cas, voilà, c'est marqué est un package qui implémente plein d'algorithmes d'optimisation. Ces algorithmes d'optimisation, c'est tout simplement en fait qui vont être liés à optimiser le réseau neurone, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'il réduise sa fonction erreur, c'est-à-dire qu'il réduise ses erreurs. Donc une méthode, c'est par exemple la descente de gradient. Mais il y a des méthodes qui sont basées sur la descente de gradient, qui sont beaucoup plus performants en fait, qui sont beaucoup plus optimisés, enfin, c'est le cas de le dire, et qui vous permettent de faire des calculs beaucoup plus rapidement, mais aussi de converger vers le minimum de votre fonction coût beaucoup plus rapidement. Ensuite, ce qui ne va pas changer un petit peu quand même, c'est les données. Donc nous, on aura toujours les données en fait de notre fonction XOR, ok. Avant, on avait quoi? On les stockait dans un tableau NumPy. Là, cette fois-ci, on va les stocker dans des tensors, ou tensors en anglais. Un tensor, c'est quoi? Ou un tensor, je crois on peut dire ça en français. C'est aussi un tableau, en fait, un tableau qui peut être à plusieurs dimensions. Donc une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions, sans ligne et colonne. Et un tensor, ça peut se généraliser à n dimensions. Alors pourquoi on utilise des tensors? C'est tout simplement l'objet de Torch, donc derrière PyTorch, qui en fait c'est le type de données qu'on doit donner. Alors il peut fonctionner aussi avec NumPy, mais c'est une meilleure pratique d'utiliser des tensors. Voilà, donc en fait c'est juste vos listes en fait qui vont contenir toutes vos données, mais c'est des listes on va dire un peu plus adaptées pour PyTorch. Ensuite on va voir le réseau de neurones.
Donc le réseau de neurones, on va se reposer sur la programmation en T-objet. Donc en fait, on va créer un objet, notre réseau de neurones sera un objet créé dans notre code. Alors comment on fait ça? Au début, on fait classe, le nom de notre réseau de neurones, vous appelez ça comme vous voulez. Par contre, ceci est important, vous allez faire un héritage. Vous allez faire hériter votre classe de NN-module. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre de récupérer du code de PyTorch en fait qui va vous permettre de construire plus rapidement votre réseau de neurones. Ensuite, là vous faites donc le constructeur avec la méthode super qui vous permet donc de faire l'héritage. Et ensuite, on va créer donc nos couches de notre réseau de neurones et nos fonctions d'activation. Alors, nos couches, souvenez-vous, on avait une couche d'entrée, ok, et on avait après la couche cachée et la sortie. Donc, comment on fait ça? Donc, on va faire tout d'abord la première couche. Donc, la première couche, elle prenait 2 valeurs en entrée. Ok, pourquoi 2 valeurs? Vous les voyez ici, d'accord? C'est un tableau qui contient 2 valeurs. Donc du coup, on va mettre fc1, donc pour la première couche, nn.linéaire de 2. Donc linéaire, en fait, c'est pour créer des couches de réseau fully connected, donc une couche de perceptron. Et là, vous mettez 2 en entrée pour dire que les données que vous allez prendre en entrée, ça va être un paquet de 2 valeurs. Ensuite, 2 en sortie, tout simplement parce que c'est ce qu'on avait décidé sur notre réseau de neurones. Donc la sortie, ce sera 2. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'autre couche, et cette autre couche donc, sera notre hidden layer, et en même temps, ce sera un peu notre output layer, parce qu'on ne va pas créer une autre couche en plus, ça ne sert à rien. Donc la deuxième couche, ça va prendre du coup 2 valeurs en entrée, et nous, ce qu'on veut sortir, c'est juste une seule valeur, comme on peut le voir ici, sur nos labels, donc on met juste 1. Et ensuite, on crée notre fonction d'activation, et on fait simplement self.sigmoid, donc ça c'est le nom de notre attribut qui va contenir la fonction d'activation, donc la fonction sigmoid comme auparavant, et on fait nn.sigmoid. Et la fonction sigmoid, on n'a même pas besoin de la faire non plus, ce sera déjà donné par PyTorch. Ok, ensuite la méthode forward. Donc la méthode forward, ça va être la propagation avant, c'est-à-dire en fait, vous savez, quand on prend nos données et on les fait passer dans notre réseau de neurones jusqu'à la sortie. Voilà, c'est vraiment le même principe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les faire passer nos données X dans FC1, donc dans la première couche. Ensuite, on va faire l'activation, donc c'est-à-dire qu'on va récupérer les données qui sont données par notre première couche, donc qui seront stockées dans Z1, et on va les faire passer dans notre fonction sigmoid, notre fonction d'activation, ce qui va nous donner du coup une nouvelle valeur qu'on va par exemple appeler A1. Ensuite, ces valeurs-là, on va les faire passer dans la deuxième couche, qu'on va appeler Z2. Ok, donc on fait self.fc2a1, donc ça prend en entrée du coup les valeurs précédentes et ça va nous sortir les valeurs résultantes. Donc c'est-à-dire les valeurs, vous savez, une fois qu'elles sont passées en fait dans nos perceptrons. Ça va nous donner des matrices à chaque fois. Exactement comme on avait fait auparavant. Hein. Et ensuite, on n'oublie pas de faire la dernière fonction, le dernier passage dans la fonction sigmoid avec self.sigmoid à nouveau, et on renvoie la dernière valeur, donc qui sera donc du coup notre valeur en fait prédite et qui devra correspondre à un des labels ici. Ok, donc ensuite on a une partie suivante qui est de créer en fait tous les objets qu'on aura besoin. Donc nos objets, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire notre modèle, notre fonction coût, c'est pas vraiment un objet mais dans le sens on va dire en programmation c'est le cas, et notre optimiseur, donc c'est-à-dire notre descente de gradient pour pouvoir mettre à jour nos poids. Donc nos poids ici on ne les voit pas tout simplement parce qu'en fait ils sont stockés ici en fait, d'accord, dans ces objets là ou dans ces attributs là. Donc pour pouvoir créer nos modèles et nos fonctions coût, tout ça, donc c'est pas bien compliqué. On a tout d'abord une instance de notre classe, juste comme ceci. Ensuite, criterion, ça va être notre fonction coût. Donc nous, on avait une mean squared error, donc là on va faire une nn.mseloss. Donc ça, ce sera du coup la fonction qui est déjà implémentée. Et ensuite, le learning rate, donc vous savez, c'était le petit pas que moi j'avais, je crois que je l'avais appelé différemment, je l'avais appelé état, mais voilà, c'est la même chose. Et donc là, je vais avoir besoin du stochastic gradient descent, donc la descente de gradient que j'utilisais auparavant. C'est-à-dire qu'on fait passer une valeur dans le réseau de neurones, il nous donne une sortie, on calcule l'erreur entre cette valeur de sortie et le vrai label, et on met à jour nos poids à partir de ça. C'est-à-dire qu'on fait notre backpropagation à partir de juste ça. Et on recommence à chaque fois pour chaque nouvelle valeur.
Et ensuite, un truc qui est assez similaire à ce qu'on avait auparavant, c'est la training loop, donc c'est-à-dire la boucle d'apprentissage, donc la boucle où on va faire passer nos données et on va mettre à jour les poids de notre modèle. Donc ça reste exactement la même chose, c'est le nombre de fois où on va présenter toutes nos données. Et là ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire output modèle X. Donc X c'était quoi? C'était nos données, donc on donne toutes nos données. Loss, ensuite ça va nous faire le calcul de la fonction coût pour chacun de nos labels et ça va comparer nos labels aux prédictions. Et là, ensuite, on aura juste à faire ça pour la backpropagation. On va faire optimizer.0grad. Donc ça permet de réinitialiser le gradient parce qu'il le garde en mémoire PyTorch. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut recalculer le gradient à chaque fois. Et on fait loss.backward. Donc on va calculer tous nos gradients. OK. Et ensuite, on va faire optimizer.step. Donc on va mettre à jour nos poids avec l'algorithme qui est en fait derrière optim.sgd. Et là, ensuite, un petit affichage de la loss, donc de la fonction coût, tous les 1000 epochs. Voilà, ça c'est exactement la même chose. Et ensuite, on peut faire un testing neural network. Donc, c'est le même truc qu'on avait ici. Donc, à part que là, on n'a pas besoin de s'embêter à faire une fonction predict. Ce qu'on a juste besoin de faire, c'est qu'on fait withTorch.noGrad. Donc ça permet juste d'éviter que il recalcule le gradient et il fasse des mises à jour du poids. Là, ce qu'on veut, c'est on veut juste faire ce qu'on appelle de l'inférence. Donc c'est-à-dire qu'on prend nos valeurs, on les donne à notre réseau de neurones et il doit juste nous donner une sortie. Voilà, donc vous faites withTorch.noGrad. Et vous faites ensuite predictions égale à model X et vous affichez ensuite les prédictions. Donc après, évidemment, il faut exécuter le code. Donc moi, je l'ai déjà fait. J'avais mis, je sais plus, 15 000 epochs. Donc on peut voir que la fonction coût au départ, elle est un petit peu élevée, puis ensuite elle diminue petit à petit. Et ensuite, quand on affiche les prédictions, donc c'est dans l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on a donné ça en premier, ensuite ça en deuxième, ça en troisième et ça en quatrième. Donc les deux premières valeurs qui doivent sortir, c'est des valeurs proches de 1, et les autres, c'est des valeurs proches de 0. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Alors, on n'a pas des valeurs de 1 et de 0, parce que, rappelez-vous, j'en avais déjà un petit peu parlé. Là, ce qu'on avait fait, c'était un modèle en fait qui nous sortait des valeurs entre 0 et 1. On pourrait arrondir, ou sinon on pourrait faire de la classification, qui serait donc du coup un autre truc qu'on n'a pas encore vu. Mais du coup, vous voyez que la prédiction est quand même très proche de la valeur qui devrait être prédite, parce que on est proche de 1 et ici on est presque proche de 0. Donc, vous voyez que c'est un petit peu plus simple à faire. Alors au début, je pense que ça va être un peu plus délicat à comprendre, parce qu'en fait, vous n'avez pas tout derrière, mais vous voyez que les étapes restent les mêmes. Vous avez vos données qui sont juste stockées dans des objets différents, mais ça reste au final des tableaux. Vous avez votre réseau de neurones, et là, le truc qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment mettre très facilement plein de couches. Et après, l'autre partie dans le réseau de neurones, c'est aussi ici, c'est de réussir à bien cerner en fait qu'on fait passer nos valeurs. Et donc, il faut vraiment imaginer que ça, c'est notre première couche. Donc, notre première couche, elle nous renvoie quelque chose. On fait la fonction d'activation. Et ensuite, on peut continuer le reste jusqu'à renvoyer la valeur finale, en fait, donc la valeur de sortie de notre réseau de neurones. Là aussi, peut-être que ça peut être un peu difficile à voir, parce qu'en fait, c'est juste des objets en fait, qui font tout à notre place, enfin pratiquement tout à notre place. Nous, ce qu'on a surtout besoin, c'est de leur donner en fait leurs valeurs. Donc, par exemple, pour une descente de gradient, une descente de gradient stochastique, leur donner le pas de descente. Et pareil pour ici, on n'a pas à faire les calculs nous-mêmes pour la mise à jour des poids, donc calculer en fait toutes les dérivés. Voilà, donc ça c'était juste une première approche avec PyTorch. C'était pour essayer de vous sensibiliser un petit peu si vous ne connaissez pas très bien PyTorch. Et après, bien évidemment, si vous avez encore du mal, déjà n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais aussi sachez que ça viendra au fur et à mesure que vous pratiquerez. Mais c'est déjà bien de savoir ça en plus de la théorie qui se cache derrière, parce qu'on ne peut pas faire tout nous-mêmes, parce que honnêtement, ça risque d'être beaucoup trop compliqué de faire les calculs, et les coder, ça serait vraiment interminable. Et là, en plus, c'est optimisé. Il y a eu des techniques d'optimisation derrière pour les calculs. Voilà, donc cette petite vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, et comme j'ai déjà dit il y a 30 secondes, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. C'est un bon nom pour ça. Et moi, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!